Allô tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Plongée d'épave. On poursuit notre aventure en Normandie avec nos collègues du Griem. Si vous n'avez pas vu l'épisode numéro 1 sur le daffodil, je vous mets le lien dans la description, ça vaut le détour peut-être pour le regarder dans l'ordre. Aujourd'hui, on va plonger sur le Gauss, de son autre nom SP-178. Vous m'excuserez pour la prononciation, là il va y avoir pas mal de termes en allemand puisque c'est une épave allemande, mais je suis sûr que vous allez quand même comprendre. On embarque avec nos amis archéologues sous-marins du Griem qui vont nous faire visiter le Gauss, qui est un navire cargo allemand construit entre les deux guerres en 1925. Le Gauss, c'est encore un navire d'une taille conséquente puisqu'il fait 71 mètres de long, 11 mètres de large et 4,35 mètres de profondeur. Le bateau avait un moteur de 6 cylindres de 800 chevaux et pouvait atteindre une vitesse de 10,5 nœuds, soit 19,5 km/h. C'est en 1978 qu'un groupement de marchands de Brême fonde la compagnie maritime allemande la Neptune. Juste avant la Première Guerre mondiale, leur flotte comprend 76 navires à vapeur, tandis qu'à la fin, il ne leur reste plus que la moitié. Dans les années 20, la Neptune commande beaucoup de navires au chantier naval allemand pour regonfler la flotte. C'est en 1925 qu'elle acquiert son premier cargo à propulsion diesel, le Gauss. Deux sister ships suivront, le Kepler et le Holber. En 1939, la compagnie compte 87 navires, elle n'en récupérera que 16 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La compagnie existe encore aujourd'hui sous le nom de Sloman Neptune Shipping AG. Avant de devenir la très belle épave qu'il est juste en face de Dieppe, le Gauss a failli devenir une épave au Portugal puisqu'il s'est échoué sur une plage en 1932. Solidement fixé au banc de sable dans l'estuaire du Douro, proche de Porto, il est finalement décidé d'alléger le Gauss en débarquant une partie de sa cargaison, de nombreux tonneaux de soude caustique, de sucre et de fromage. C'est finalement avec l'aide d'un grand train de remorqueurs de haute mer que le navire arrive à doucement regagner le large. C'est alors que la Seconde Guerre commence. On a la Kriegsmarine, qui est la marine de guerre allemande entre 1935 et 1945 sous le Troisième Reich, qui va réquisitionner tout un tas de navires, que ce soit des chalutiers, que ce soit des navires de commerce, et qui va les militariser et s'en servir pour l'effort de guerre. La Kriegsmarine sélectionne des navires tels que des cargos robustes pour en faire des spearbreakers, ce qui signifie briseurs d'obstruction, forceurs de blocus. En fait, leur objectif c'est de créer un passage sûr, un chenal à travers un champ de mines, et de faire exploser les mines avant qu'elles puissent nuire à un bâtiment beaucoup plus important et beaucoup plus précieux que lui. Ils fournissent aussi une protection de surface et anti-aérienne. C'est des bateaux qui sont soit construits dans ce but-là par la marine de guerre allemande, soit réquisitionnés dans les marines marchandes comme le Gauss, soit c'est des prises de guerre. Ça représente plus de 100 navires, principalement des anciens navires de la marine marchande, qui ont été utilisés pendant la guerre. Pas mal la moitié ont été perdus, les navires restants, ils ont été réutilisés après la guerre jusque dans les années 1970. Le Gauss est réquisitionné à l'été 1942 et est lourdement armé. Son frère jumeau, lui aussi transformé en spearbreaker, survivra au conflit. Le Gauss va devenir le spearbreaker 178, affecté à la deuxième spearbreaker flottille basée à Royan. Il va recevoir un armement assez massif avec un canon de 80 mm sur la proue. C'est un canon qui est équipé d'un bouclier blindé monté sur une plateforme. C'est une arme exclusivement d'attaque de surface puisqu'il ne peut pas monter à plus de 30 degrés, donc on ne peut pas l'utiliser par exemple pour de la défense aérienne.
C'est un canon avec une grande cadence de tir, il peut tirer jusqu'à 15 coups par minute, et il est maintenu fonctionnel par 3 à 5 personnes. Il tire 3 types d'obus, anti-blindage, hautement explosif et éclairant. Avec une vitesse initiale de 700 mètres secondes, le projectile de 9 kg peut être envoyé jusqu'à 14 km de distance. Le navire possède aussi un canon de 37 mm sur la poupe. Il est fonctionnel grâce à 2 soldats. L'un des deux gère la direction avec les manivelles, alors que l'autre approvisionne la culasse au coup par coup. Le canon long de 3 mètres tire à une cadence de 30 coups par minute. Il a une portée maximale de 8500 mètres, et en tir aérien, il peut atteindre jusqu'à 6800 mètres. Le navire possède aussi 3 mitrailleuses AA de 15 mm, un lance-flamme en tête de mât contre les attaques aériennes rasantes, et énormément de dispositifs pour contrer un petit peu tous les types de mines existants. Par exemple, contre les mines magnétiques, le bateau dispose d'un vaste bobinage de câbles en cuivre qui ceinture la cale. Alimenté par un gros générateur, il émet un puissant champ magnétique à l'avant, et ce qui fait exploser prématurément les mines, donc normalement à distance. Le navire il est aussi équipé d'un système contre les mines acoustiques. C'est un système qui fait du bruit sous l'eau, beaucoup plus de bruit que ce que le bateau est supposé faire, et ça fait exploser les mines prématurément. Puisqu'à la base, ce navire-là, c'est un cargo, il y a énormément de place dans les cales. L'armée décide de le remplir avec du sable, qui sert de lest, puis par-dessus, ils mettent une épaisseur avec plein de fûts vides. Les tonneaux vides, en fait, vont servir au cas où la coque du navire sera endommagée, pour lui laisser le temps de regagner un port et d'être réparé. On est le 11 novembre 1942. Les Allemands ont envoyé 2 de leurs précieux Spearbreakers d'Allemagne vers Royan, escortés par plusieurs chalutiers armés. Le convoi de navires navigue uniquement de nuit pour rester à l'abri et passe ses journées dans des ports sécurisés. Les Britanniques, les ayant repérés depuis quelques jours, décident une attaque. C'est par une nuit sans lune, avec une mer très agitée et des vents de force 5, qu'un groupe de 6 destroyers accompagnés de vedettes lance-torpilles britanniques vient à leur rencontre pour les intercepter. Le contact est établi à 22h40, à la hauteur du Tréport. Des fusées éclairantes révèlent le convoi allemand. Le SP-178 Gauss attaque avec son canon de 88 mm. Au-dessus des vagues, les courses des obus traçants des canons anti-aériens et des flashs d'impact illuminent la nuit. Le Gauss décide d'accélérer pour aller se réfugier dans le port de Dieppe. C'est le chaos au milieu des vagues et de la fumée, le combat est complètement confus. Dans le fond, le Gauss, il est pris pour cible par les destroyers dès le début de l'engagement. Criblé de balles, il prend feu. Le Spearbreaker sombre rapidement au bout de seulement 10 minutes de combat. Il est minuit 30 lorsque la radio allemande annonce au reste de la flottille que le SP-178, le Gauss, a coulé en face de Dieppe. Sur les 102 membres d'équipage, seulement 3 seront récupérés vivants pendant la nuit. Pourquoi les Britanniques prennent autant d'énergie et envoient 6 destroyers contre ces 2 bateaux Spearbreaker? En fait, 2 unités Spearbreaker de ce type en moins sur la façade atlantique, ça va priver l'ennemi de moyens supplémentaires pour déjouer les nombreux pièges tendus aux abords des bases sous-marines. Le Gauss, c'est vraiment une épave que j'adore plonger. Déjà parce qu'il y a la vie habituelle à la Manche, donc c'est très rare que je sois descendu sur l'épave sans qu'il y ait des beaux bancs de barres, des bancs de tacos, des bancs de collins, mais surtout parce que visuellement, c'est une épave qui en jette. On a une proue qui est très bien conservée, je connais vraiment pas beaucoup d'autres épaves qui sont comme ça en Normandie. On voit la proue avec les 2 ancres qui sont encore vraiment en place, puis on monte sur le pont, là ça donne vraiment une vision impressionnante quand on est au niveau du sable. Et là on a ce canon qui est vraiment très bien conservé, avec quelques filets de pêche une fois de temps en temps de pris dedans, puis on voit tout le reste de l'épave dans sa longueur, avec les cales, avec le château du bateau qui est tombé sur le côté. En tout cas, il y a énormément de choses à faire sur cette épave, et on y trouve encore beaucoup d'objets. Comme par exemple, sous le pont du canon, directement en dessous, on trouve les obus qui sont encore rangés dans leur caisse de chargement. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment une épave qui nous replonge dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est aussi une épave qui est relativement facile à plonger, puisqu'à marée basse, on parle d'à peu près 20 mètres de profondeur.
J'espère que ce deuxième épisode de la série Plongée d'épave vous a plu. On remercie énormément nos amis archéologues sous-marins du Griem là, pour nous avoir fait la visite, nous avoir donné autant de détails pour notre épisode. Vous pourrez retrouver leur site internet dans la description. Vous allez voir, il y a énormément d'informations. N'hésitez pas à leur poser des questions aussi dans les commentaires si vous en avez là. Je suis certain qu'ils pourront vous répondre avec énormément de minutie. On vous remercie, vous êtes plus de 2000 à nous avoir rejoints en seulement 3 semaines d'aventure sur notre page Facebook. N'hésitez pas à continuer de vous abonner à notre page YouTube, etc. à faire vivre un petit peu, là ça nous permet de construire plein d'autres magnifiques épisodes pour le reste de la saison. Je vous laisse sur quelques images de notre épisode de la semaine prochaine, qui est notre premier épisode sur les métiers de l'eau. Ça a été tourné avec mon excellent ami Antoine Nicolas, qui est chasseur d'algues en Gaspésie sous la glace. Je vous laisse là-dessus, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.